Bienvenue à toutes, à tous, à Montpezat. Montpezat, le village qui domine, Montpezat du haut, mais Montpezat du bas aussi. Village médiéval, avec sa canade, avec sa circulade, avec son château. Montpezat à l'endroit, à l'envers, au-dessus, au-dessous. Montpezat, j'aime. J'aime moins. Et si, puisque nous sommes entre nous, nous visitions ce village autrement? C'est beau la jeunesse, hein. Moi je suis timée, j'en peux plus. Ah, cette bugade me crève. Il faut encore monter jusque là-haut, faire ma pièce. J'en peux plus. Mais aussi cette mairie, ils sont allés nous faire se lavoir à Cuche là-bas. Ils se rendent pas compte. À votre avis, à la mairie, y a qui? Des sœurs. Voilà. Et ben ouais, c'est pas eux qui montent et qui descendent toute la journée avec la bugade que ça pèse un âne mort. Ah, il y en a un quand même qui a une bonne idée. C'est celui qui a planté l'arbre là. Hein? Comme ça, on peut s'arrêter, un peu se reposer à l'ombre. Ça fait du bien. Et regarde, la Jocelyne là-bas. Oui. Elle revient de chez sa belle-mère. Ah ouais. Non? Attends. Ah mais oui. Non, c'est Jocelyne. Jocelyne! Jocelyne! Passe à l'ombre, qu'au soleil les courges mûrissent! Mais arrête-toi, langue de paix, qu'elle va le prendre mal, tu la connais. Mais non, on va la mettre toutes les deux, elle le prend pas mal, elle sait que je rigole. Et le diable? Et le diable? Eh ben le diable, si elle continue comme ça, le diable, tu sais ce qu'il va te faire, le diable? Quand tu seras mort, il va te forcer à laver son linge pendant toute l'éternité. Ouais. Il va le salir au fur et à mesure que tu le laveras. Alors arrête-toi. Et dis donc. Vous avez vu là les oiseaux? Oui. Oui. Oh, ils tournent au-dessus du lavoir. Ah ouais. Il n'y a pas la Fanchon là-bas? Si, il y a la Fanchon qui Elle lave lave les le linges linge de de son petit là qui vient de naître. Ah, il va être malade. Ça c'est sûr, il va avoir la fièvre. Oh, mais arrêtez, vous commencez à me ficher la trouille, vous, hein? Oh, moi je vous dis ça. de diablerie, là. Je vous dis ça, écoutez-moi. Il m'arrive jamais rien. Pourquoi? Je vous l'ai dit ça. Je vous l'ai dit. Parce que je mets toujours sur moi quelque chose à l'envers. Ça, c'est les vrai. chaussettes. Ah, tu vois, hein. Ta mère, elle te le disait aussi. Ah, voilà. Et le tablier, quelque chose. Jamais rien. Et les filles, à 3, on retourne notre culotte. Allez, on y va. On se met derrière les tableaux. Non. Eh ben personne, eh ben alors vous savez quoi? Eh ben avec vos histoires de diablerie, le petit, il veut plus aller à la Garenne. Rapport à cette histoire du rocher du diable. Parole de villageois. Le rocher du diable, tu le connais? C'est un endroit où il y a une histoire. Je la connais, mais faut pas faire écouter. Alors c'était à l'époque où Montpezat, il n'y avait pas du tout de village. Montpezat c'était juste une colline, et puis en bas de la colline, enfin au milieu de la colline, une cabane de berger. Et ce berger, eh ben, il était très pauvre, ce berger il avait rien, et même les moutons qu'il gardait, c'était pas à lui. Et pourtant, il en prenait soin de ces moutons. Et tous les jours, il allait jusqu'à la Garenne, à l'époque ça s'appelait pas la Garenne bien sûr, et il s'arrêtait là. Et vous savez, à l'époque, là, c'est au-dessus de la Garenne, le gros rocher. Il y a des arbres tout autour. Mais à cette époque-là, l'époque du berger, l'époque dont je vous parle, eh bien, il n'y avait pas un arbre. Le rocher, on le voyait bien. Hein.
Et ce jour-là, eh bien, il y avait des jeunes agneaux. Il y en a un qui est parti, qui a grimpé jusqu'au rocher, qui a glissé et qui s'est pris la patte dans le rocher. Alors lui, en bon berger, il est allé voir son petit agneau, il lui a décoincé la patte, il l'a repris dans ses bras, et puis quand il s'est relevé, et sur le rocher, il y avait un homme. Un homme qui n'était pas d'ici. Un homme qu'il n'avait jamais vu. Je te connais, petit berger. Ouais. Je sais aussi que tu es amoureux de la belle Béatrix qui habite un peu plus loin. Je connais tous vos rendez-vous galants, tous vos rendez-vous secrets, mais tu sais que t'es pauvre. Tu pourras jamais l'épouser. Jamais. Puis là, on est descendu de son rocher, il s'est retrouvé face au berger et lui a dit « Écoute, je te propose quelque chose. Demain matin, sur la colline, il y aura un château. Ce château, il sera toi. Dans le château, des coffres en or, des coffres avec de l'or dedans. Il n'y a que toi qui pourras les ouvrir. Mais en échange, eh bien, toute jeune fille qui viendra s'asseoir sur le rocher, c'est mon domaine, ça, elle sera engloutie par la roche. Elle disparaîtra dans les entrailles de la terre et elle m'appartiendra. » Le berger, il a quand même réfléchi un peu, et puis il s'est dit « Un rocher, ça se cache, ça se masque. Je vais le faire disparaître du paysage et puis j'interdirai qu'on s'approche du rocher. » Alors il a dit « D'accord. » Et le lendemain matin, quand il a ouvert la porte de sa cabane, il y avait un château qui avait poussé dans la nuit des entrailles de la terre et dont les 2 tours carrées s'élevaient vers la lumière du ciel. Des coffres, de l'or. Mais la première chose qu'il a faite, c'est qu'il est retourné au rocher. Il a ramassé de la terre. Et pendant des jours et des jours, il a couvert le rocher de terre. Il a ramassé aussi tout ce qu'il trouvait de broussailles, d'herbes. Il les a mis sur le rocher. Et ensuite, il les a retirés de la terre avec les racines et les a replantés tout autour. Et comme il avait des graines, il a semé des graines sur le petit monticule, là où il y a le rocher. Quand il est allé demander la main de la belle dame, eh bien, le rocher ne le voyait plus. Il s'était fondu complètement dans le paysage. Et le temps est passé. Il est devenu le seigneur du pays et ils ont eu 3 filles. La Garenne, c'est devenu le terrain de chasse. Et il y avait il était absolument interdit aux filles, surtout aux jeunes filles, d'y aller. En même temps, à l'époque, on se posait pas trop de questions parce que la chasse, c'était quelque chose réservé aux hommes. Alors aucune fille y allait. Ça leur venait même pas à l'esprit. Pas aucune. Il y en avait une quand même. Une qui était peut-être plus intrépide, plus désobéissante que les autres. Elle, depuis qu'elle était petite, elle rêvait d'aller chasser. C'était la fille du berger devenu seigneur, la fille aînée. Alors quand elle avait la possibilité, elle retirait sa robe, elle mettait des habits de garçon, et puis elle allait dans la garenne et avec son arc, elle chassait. C'était son secret à elle. Ce jour-là, elle est arrivée dans la garenne. Elle a vu un sanglier plus gros que les autres, alors elle a mis son arc, l'a bandé comme ça et elle a tiré. La flèche s'est cassée. Le sanglier a continué à courir. Il a grimpé comme ça vers le rocher du... Il a disparu. Elle l'a poursuivi. Elle a commencé à grimper. Et quand elle est arrivée sur le rocher, eh bien, toute la terre est partie. Les buissons sont ouverts. Les ronces se sont écrasées. Et elle a été avalée par les entrailles de la terre. Alors le lendemain, on a organisé une battue, on a cherché partout. Et c'est son père qui est arrivé devant le rocher. Oh, il a tout de suite compris. On raconte qu'à partir de ce jour, eh bien, il est devenu fou et il a erré dans tout le pays, jusqu'à temps qu'on le retrouve mort un jour au pied du rocher. Et c'est depuis ce jour qu'on dit que surtout il ne faut pas se rendre
à ce rocher. C'est le rocher du diable. Vous avez vu comme ça se mascarde? Moi je suis sûre qu'il va pleuvoir. Mais il y a même qui me l'a dit, il y a même qui me l'a dit. Mais non mais, si il m'a dit ici, c'est magique. Il pleut, le lendemain il fait soleil. C'est de la science-fiction. C'est le Belge qui me l'a dit. C'est le Belge. Eh, mon mari, vous savez, c'est la dernière qui vient de me trouver, il veut partir en voyage. Ah, Ouais, mais à un endroit où il veut pas aller. Oh, pardon. Je sais plus ce que je dis, c'est compliqué. Ah, il veut partir en voyage, ça c'est sûr, un endroit où il est jamais allé. j'ai une idée. Quoi? La cuisine. Et les filles, Quoi? et on peut pas faire notre jeu favori. Lequel? Ils ont tous des masques. Allez, Il y en a un que j'ai repéré tout à l'heure. Lequel? Dans l'escalier. Tu le retrouves? Ah oui, il avait une chemise bleue. Oui, là? Ah ouais. Tu l'as? Ah oui. Ah, pas mal, hein. Moi je lui donne 9 et vous? Oh, c'est beaucoup, 9. moi, Les 5. ouais, moi je trouve qu'il se la pète un peu, hein. Bon, on fait une moyenne, allez. 7,5, Vous l'avez 8. pas bien vu? Hein? Ah, dur, hein? Hein? vous êtes trop dur. Ouais. Allez. Ouais. Un autre, hein? Ouais. Là. Attends. Ouais. Celui-là, mais je crois que je l'ai déjà vu hier. C'est vrai? Ouais, je crois qu'il nous a à la bonne, hein. C'est parce qu'il a été bien noté qu'il est revenu. C'est parce qu'on l'a bien noté hier qu'il est revenu. La journée va être un peu plus difficile, hein. Oui. Allez, 5. Ouais. Oh, Comme ça, demain, on est sûr qu'il revient pas. Le 4, hop. Oh. Tu crois? Ouais. Ouh, celui-là là-bas, il est parfait. Parfait. Oh, tu rigoles, parfait, ça n'existe pas. Je te dis, il est parfait. Tu le vois pas? C'est la science-fiction. La science-fiction, c'est Ou alors il est pas d'ici. Hein. quoi? Anatole. Oui. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Il y a Marceline qui m'a dit qu'il allait faire une psychanalyse. Une psychanalyse. Oui, madame. 60 ans, mais tu plaisantes. Ah, ben écoute, il paraît que dans la psychanalyse, il faut retourner à l'enfance. Et lui, il en est jamais sorti. Ah! Alors, ça va pas marcher. Hein. Non. Ça va pas marcher. Vous avez vu avec ses chaussures bleues? Oh, les Oh. Au moins il n'a pas de masque. Hein. On l'a vu tout à l'heure debout. T'as vu comme il est grand? Il est bon à ramasser les cerises. Ou enlever les toiles d'araignée de la grange. Ouais, en tous les cas, pour moi, il est trop grand parce que de ma hauteur, quand je lui parle, il m'entend pas. Donc je vous le laisse. De toute façon, j'en ai assez d'un. Le mien, il me sert à rien. Ah si, il y a une chose. Moi qui ai toujours les pieds froids, et ben c'est un bon chauffage. Ça c'est bien. Ça, c'est Enfin, il est mal réglé ton chauffage. Hein, parce qu'il ronfle. Mais comment tu sais ça, toi? Parole d'un villageois. À la place des platanes, ces messieurs notaient les dames. Une note sur 10. C'était une angoisse de passer par là. Mais aujourd'hui, Foucault, c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Avant, c'était les hommes qui notaient les filles aux chaussures bleues, au petit corsage vert.
C'est eux qui notaient. Et maintenant, tout se perd. Oh, ça c'est bien. Elles étaient deux amies. Amies inséparables depuis qu'elles étaient nées, peut-être même avant la naissance. Elles avaient grandi sur les mêmes bancs de l'école, elles avaient épousé 2 frères jumeaux, elles habitaient l'une d'un côté de la rue de la Calade, l'autre de l'autre côté, juste en face. Le matin, elles ouvraient leur volet exactement en même temps, elles se faisaient un petit salut là. Il y en avait une qui était fileuse, Et l'autre, brodeuse. Et chaque matin, elles s'installaient pour travailler chacune d'un côté de la rue, et tout en travaillant, elles se parlaient. Elles se disaient tout ce qui leur passait par la tête. Elles adoraient se raconter leurs rêves. eh bien, elles faisaient toujours, toutes les deux, le même rêve. À quelques détails près. Quand il y en avait une qui commençait une phrase, eh bien, c'était L'autre qui la terminait, et quand il y en avait une qui pensait quelque chose dans sa tête sans le dire, eh bien, c'était l'autre qui le disait. C'était incroyable. Elles étaient connectées. Par exemple, il y en avait une qui décidait d'aller en ville, s'acheter des chaussures. Elle revenait toute fière pour lui montrer ses belles chaussures. son amie avait exactement les mêmes, les avait achetées le même jour, pas exactement la même heure. Elles étaient tombées enceintes à peu près en même temps. Et chaque matin, elles se comparaient leur ventre. Elles regardaient leur ventre grossir, S'arrondir, grossir, s'arrondir, grossir. s'arrondir, Il y en avait une qui portait bas, et l'autre qui portait haut, il y en avait une qui devait accoucher en décembre. l'autre en janvier. Eh bien, elles ont accouché Le même jour. Une petite Louise. Un petit Louis. Ce jour-là, elles étaient en train de travailler l'une en face de l'autre, et il y a un homme qui est descendu la rue de la Calade, lentement. Il est passé devant les 2 femmes, elles ont levé la tête, il a continué son chemin, et il est parti. T'as vu comme il était chic? Oh là là, il était habillé en blanc, là, comme ça. Bah non! Il était habillé en noir. Ah, tu plaisantes, il était en blanc. Mais non! Il avait ses chaussures noires, son chapeau noir, et entre les deux tout noir. Ses chaussures blanches, un chapeau blanc, et entre les deux tout blanc. Mais lave tes lunettes! Il était tout noir! Mais je te dis qu'il était tout blanc, dis donc, faut que tu te fasses bien d'emporter des lunettes. Mais non, même ses chaussettes étaient noires! Noires! Blanche, enfin, je te dis, même la Noires! barbe. La barbe, elle était noire comme le corbeau! Mais blanc, tout était blanc. C'est la première fois qu'on les entendait se disputer comme ça. Si bien qu'il y a un voisin de ce côté de la rue de la Calade qui est sorti, qui a dit, mais qu'est-ce qui se passe, les jumelles? Qu'est-ce qui vous arrive? Parce qu'on les appelait comme ça dans le village, tellement elles s'entendaient. Alors elle a expliqué, la brodeuse. Il a dit, ben, ouais. Moi, je l'ai vu par l'entrebâillement de mes volets. Il était noir. Bon, puis il y a un autre voisin qui est arrivé de ce côté-là de la Calade. Et il a dit, mais je l'ai vu, il était blanc. Une voisine de ce côté qui a dit, non, il était noir. Et de ce côté, non, il était blanc. Et tout le monde de ce côté, noir. Et tout le monde de ce côté, blanc. Noir. Blanc. Noir. Blanc. Noir. Blanc. Clac. Elles se sont plus jamais parlé. Mais le soir, alors que tous les volets étaient fermés, en haut de la rue de la Calade, il est apparu l'homme. Un côté noir, Un côté blanc. il a descendu toute la Calade. Il s'est arrêté juste entre les 2 maisons et il a ri. Et il a continué son chemin, disparu. Il est allé dans d'autres villages, certainement. Je suis le dieu des apparences. J'anéantis la clairvoyance. Je suis le démon vérité. Je brise toutes les amitiés. Partout là où il y a de la vie. Je sème la zizanie. Je suis le dieu des apparences. J'anéantis la clairvoyance. Je suis le démon vérité. Parole d'un villageois. Je brise. C'est impressionnant de voir les maisons comme elles sont entrelacées. Il y a des portes
d'une maison qui rentre derrière une autre maison. Monsieur Blackwell était un savant. Sous son crâne, toutes les questions se bousculaient. Ça fusait de partout. Un soir, alors qu'il était en train de participer à une conférence, il entend deux savants qui discutent entre eux. Et l'un dit à l'autre, elle se déplace en quelques jours, parfois même en quelques semaines. Il tend l'oreille, ça l'intrigue. Et il comprend que les deux savants parlent des dunes dans le désert. Elle se déplace toute seule, de quelques jours à quelques heures. Et là, les questions se bousculent dans sa tête et il commence à calculer, à émettre des hypothèses. La déclivité du grain de sable, la force du vent, l'inertie du sable de dessous. Et ça se bouscule, ça se bouscule. Au bout de quelques jours, il n'y tient plus. Il fait ses bagages et quelques semaines et quelques haut le cœur plus tard, il se retrouve en bas du village de Etachet, un village accroché à une falaise, des petites maisons carrées de la couleur du sable du désert. Il n'a pas tardé à trouver, à louer, un premier étage avec un toit terrasse. Il s'est installé, il a demandé un sommier, un matelas, une chaise, une table, une lampe à pétrole, et il avait toujours sur lui son cartable. Il a commencé à travailler. Il s'est penché, il a fait des tracés, il a posé des équations, et ça s'est mis à tourner dans sa tête. Ça tournait, et quand le soir venait, qu'il avait peut-être quelques hypothèses, il s'adressait à son ombre qui était là en face, sur le mur, et lui disait alors, qu'est-ce que tu en penses? La déclivité du grain de sable, et le sable du dessous son inertie, et le vent, et l'ombre qui avait la sagesse de ne pas répondre. Un blanc. Un grain de sable blanc s'était glissé dans son cerveau. Alors qu'il était en train de calculer, un soir, il est monté sur sa terrasse. Il est monté sur sa terrasse pour s'étirer un peu, il n'en pouvait plus, pour prendre l'air du désert qui rafraîchissait le soir. Et là, il a senti une odeur de fleurs blanches. Il a ouvert les yeux et il ne l'avait jamais vue. Dans la maison d'en face, sur la terrasse, des centaines et des centaines de fleurs de toutes les couleurs. Il a regardé attentivement, mais il y avait des variétés du monde entier. Mais enfin, ce n'était pas possible. Dans le désert, un jardin aussi magnifique. La question qui lui est venue, c'est « Mais qui prend soin de ces plantes? Qui fait pousser ces fleurs? Et l'eau? D'où vient l'eau ?» Et la question qui a pris la première place a poussé toutes les autres dans les coulisses de son esprit. Et elle s'est avancée. La question première, seule, c'est moi. Qui habite dans la maison d'en face? À partir de ce jour-là, cette question-là a pris toute la place. Elle a pris toute la place. Et il a décidé de surveiller la maison. Et nuit et jour et nuit, il a surveillé la maison. Il ne se passait rien, il ne voyait rien. Alors il a fait quelque chose qui était contraire à ses habitudes, il est allé parler aux gens. Il s'est adressé aux vieux, il s'est adressé aux jeunes, aux femmes, aux hommes, aux enfants. Il leur a demandé
qui habite dans la maison en face de la mienne? Et personne n'a pu lui répondre. Alors il s'est avancé, il a fait le tour de la maison. Il y avait une petite lucarne, bien trop haute. En faisant le tour, il a cherché la porte. Il n'y avait pas de porte. Il a cherché l'escalier qui montait sur la terrasse. Il n'y avait pas d'escalier. Quand M. Blackwhite est rentré chez lui, il n'avait aucune prise à sa question. Il n'avait aucune équation, il n'avait aucune probabilité à émettre, sauf à être certain, à être sûr qu'il y avait une explication. Un soir parmi le soir, il était à sa table et il y avait son ombre en face de lui. Il était excédé. Il s'est adressé à elle et il lui a dit « Ben, vas-y toi, puisque tu te crois la plus forte. » Et l'ombre sur le mur a commencé à s'étirer, à s'étirer, à s'étirer, à s'arracher de son ancrage au sol. Elle est allée vers le rideau. Elle a descendu les escaliers. Monsieur Blackwhite s'est précipité sur sa terrasse. Il s'est penché. Il a vu l'ombre qui passait sous la porte d'entrée. Il a vu l'ombre qui traversait le chemin de sable. Il a vu l'ombre qui grimpait sur le mur de la maison d'en face, qui passait à côté de la lucarne et qui est allée se perdre sur la terrasse. Il a attendu 1 heure, il a attendu 2 heures, il a attendu la nuit, il a attendu des jours, il a attendu des semaines, il a attendu des mois. Et puis, exténué, amaigri, il a fini par rentrer dans le village de son Écosse natale. Il s'est installé dans la maison familiale. Et puis, il s'est éteint. Heureusement, Mademoiselle Daisy lui apportait un bol de soupe tous les jours. Et un soir, alors qu'il était en train de porter une cuillère de bouillon à sa bouche, il a entendu frapper. Qui pouvait venir le déranger à cette heure-là? Il s'est levé, agacé. Il est allé ouvrir. Il y avait devant lui un homme, grand, beau, avec une canne à pommeau doré dans la main. Monsieur Blackwhite, je suis bien aise de vous voir. Monsieur, vous êtes? Enfin, Monsieur Blackwhite, vous ne me reconnaissez pas? Non, vraiment. C'est moi. Regardez, et comme ça. Non, vraiment. Je suis votre ombre, Monsieur Blackwhite. C'est moi. Mon ombre. Mon ombre. C'est toi. C'est toi, mon ombre. Viens, rentre. Assieds-toi. Et l'ombre a pris place dans le fauteuil du maître. Et Monsieur Blackwhite s'est mis à ses genoux. Il lui a dit, raconte. Qui y avait-il dans la maison d'en face? Monsieur Blackwhite a dit, je vais vous raconter, Monsieur Blackwhite. Monsieur l'ombre a dit, je vais vous raconter, Monsieur Blackwhite. Mais avant toute chose, étant donné mon ancienne posture, je souhaiterais que vous usiez à ma personne d'un langage qui sied aux personnes qui ont de la connaissance. Oui, bien sûr, veuillez m'excuser. Mais excusez-moi, comment dois-je vous appeler?
Appelez-moi Monsieur White Black. Oui, Monsieur White Black, bien sûr. Racontez, je vous en prie. Et Monsieur White Black a raconté. Il a raconté la première chose, c'était la sensation de fraîcheur qu'il avait eue quand il était rentré dans ce jardin. Et puis il s'était retrouvé dans la maison. Et dans la maison, il s'était retrouvé au bout d'un couloir. Un couloir qui était immense. Et au bout de ce couloir, il y avait une femme grande, belle, drapée. Elle s'est levée. Elle s'est avancée vers lui. Au fur et à mesure qu'elle avançait vers lui, les murs s'écartaient. Et puis elle est arrivée à la hauteur de l'ombre. Elle s'est penchée, elle l'a relevé. Et elle s'est présentée à lui. Elle lui a dit, « Je suis la poésie. Je suis la poésie et depuis tout le temps, depuis plus de 1000 ans, j'habite ici. Et j'abrite dans ma maison tous les arts, les majeurs, les mineurs, dans ma maison. Et chaque fois qu'une création se fait dans le monde, je l'accueille dans ma maison. Et c'est ainsi, Monsieur Blackwhite, que debout, elle m'a nourri. J'ai épaissi. J'ai pu prendre forme humaine. Et depuis, je me promène de par le monde. Je découvre. Et là, je passais par chez vous. Et je me suis dit, tiens, tu as tout. Il te manque qu'une seule chose. Il te manque une ombre. Et c'est la demande que je vous adresse, Monsieur Blackwhite. Je vais continuer à voyager. Est-ce que vous accepteriez de devenir mon ombre? Parole de villageois. Avec un peu de chance, selon l'heure, on a la lune juste dans l'alignement de la rue. On a une ambiance de triomphe. Parole de villageois. J'aime les lumières du soir sur les façades des vieilles maisons. Parole de villageois. J'aime l'ancien cimetière derrière l'église. Il y a plein de gens enterrés là-bas, mais peu de personnes le savent. Parole de villageois. Il y a un petit chemin qui descend. Tu prends un angle droit où il y a de la verdure. Quand je suis là, je me sens bien. Parole de villageois. On dirait l'aube de l'humanité. Les gens qui ont habité avant ici, ils regardaient le pic Saint-Loup avec le même regard que moi. Parole de villageois. Je suis une expatriée, je suis à Montpezat depuis 27 ans. Eh bien, Léopoldine, elle avait de la chance. Elle était née dans le village. Elle y avait toujours vécu. Elle avait usé ses culottes sur le banc de l'école. Elle avait connu ses premières amitiés, toute sa vie d'enfant. Elle avait grandi. Et maintenant, elle avait 18 ans. Et cet été-là, eh ben, c'était le moment de la fête au village. Et le meilleur moment de l'année. Elle s'est apprêtée et avec ses amis, ils sont arrivés sur la place. On avait fait venir un musicien que personne ne connaissait, un jeune, un accordéoniste. Quand elle est arrivée sur la place et qu'elle l'a vu, avec son sourire et ses yeux brillants, elle a tout de suite su que c'était lui. Et comme elle n'avait pas froid aux yeux, quand il s'est arrêté pour faire sa pause, elle a été le retrouver, elle s'est assise à côté de lui et elle a entamé une discussion. Ils ont parlé de choses et d'autres.
de la vie, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir de ce moment-là, on l'a vu bien souvent l'automne. Il venait régulièrement au village. Et quand il a fait sa demande, personne n'a été étonné. La date du mariage a été arrêtée. Mais mariage, ça voulait dire une robe. Alors elle, Léopoldine, elle voulait pas du tout une robe comme tout le monde, la robe blanche comme sa cousine qui s'était mariée quelques mois auparavant. Il n'en était pas question. Elle voulait quelque chose de spectaculaire. Elle a ouvert des catalogues, regardé des modèles, des patrons. Et enfin, elle a trouvé. Mais avec ce modèle-là, il fallait un tissu bien différent. 15 jours avant les noces, Antonin et elle ont décidé d'aller à la foire du village voisin. Il y avait une belle foire, et là, ils savaient qu'ils allaient trouver tout ce qui leur manquait, quelques draps, casseroles, torchons, enfin bref, et surtout, le fameux tissu. Ils ont pris le chemin qui passe à travers les vignes et les oliviers. Et ils sont arrivés à la foire. Tout de suite, elle a voulu y aller, voir l'étal du marchand de tissus. Il y avait là des rubans, des dentelles, des boutons de toutes les couleurs, et aussi des tissus, des fleurs, des carreaux, des rayures. Et là, elle a vu un dégradé de tissu vert. Il était là, celui qu'elle voulait, au milieu. Un vert émeraude, profond, mais soyeux. Et quand l'homme a tiré sur le tissu pour le lui montrer, elle a vu sa souplesse, elle a su que c'était celui-là. Avec ses ciseaux, il a coupé, il a plié, il lui a glissé dans un sac en papier et Léopoldine est repartie. Elle était contente. Ils ont fait le tour de la foire, ils ont acheté tout ce qui leur manquait. Ils sont repartis. Ah, le chemin était un peu long, mais ils étaient contents. Ils avaient fait à peu près 3/4 du chemin quand Léopoldine s'est arrêtée brusquement. Oh, mais quelle catastrophe! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Eh ben, j'ai oublié d'acheter du fil. C'est pas grave. Regarde dans le village, il y a tellement de gens qui cousent, tout le monde a une machine à coudre dans chaque maison. On va bien trouver le fil qui te conviendra. Mais tu comprends rien, toi t'es un homme, c'est ma robe de mariée, il faut qu'elle soit parfaite. Si c'est pas le bon fil de la bonne couleur, ce sera jamais aussi bien. Allez, il faut qu'on retourne, tant pis. Oh, mais regarde comment on est chargé, il commence à faire chaud. Oh non, écoute, vraiment, on retourne pas. Si, on retourne. Bon. Ils ont fait demi-tour. Ils n'avaient pas marché depuis 5 minutes qu'elle s'arrête brusquement. Regarde ce qu'il y a là, par terre. Mais quoi? Elle se penche et elle ramasse une bobine du fil exactement de la couleur qui lui convenait. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, comme ça, par terre, tu trouves le fil qui te va bien. Mais attends, tu te trompes. Le marchand l'avait mis dans le tissu, dans le sachet, il est tombé. Non, je t'assure, je suis sûre que je l'ai pas acheté. Hein. Alors, c'est pas normal, c'est diabolique ton histoire. Non, on retourne au bourg et on va en acheter. Écoute, là, on trouve le fil qui nous va bien, qui me va. Ah, je ne vais quand même pas faire tout ce chemin alors qu'on peut se l'éviter. Tu le dis toi-même, on est chargé, on est presque arrivé au village. Allez, non, on retourne au bourg. Non, on prend celui-là. Elle a pris le fil, elle a glissé dans le paquet et ils sont retournés au village. Et dès le lendemain,
Elle a sorti sa machine, ses ciseaux, ses aiguilles, son fil, et elle a cousu la robe. Le jour du mariage, sa sœur lui a tressé des fleurs dans les cheveux. Elle a enfilé la belle robe verte. Elle a donné le bras à son père. Et ils sont sortis. Et là, tous ceux qui étaient encore dans la rue les regardaient passer. Oh! Son effet était parfait. Ils sont arrivés comme ça à l'église. Antonin était là, il l'attendait avec un grand sourire. Un sourire encore plus grand quand il l'a vu arriver. Et tous les gens qui étaient déjà installés sur les bancs de l'église souriaient, et c'était « Oh !» et « Ah !» Elle a tendu le bras vers le bénitier. Elle a trempé le doigt dans l'eau bénite, et au moment où elle a touché l'eau, tout le fil s'est déroulé, dévidé, détaché. Et la belle robe verte est tombée en morceaux à ses pieds. Elle est apparue en jupe. D'abord, il y a eu un grand silence, et puis c'était tellement drôle qu'il y a eu un grand éclat de rire qui a secoué l'église. Antonin s'est précipité, il l'a enveloppée dans sa veste. Et Léopoldine a fini la noce dans la robe blanche de sa cousine qui s'était mariée quelques mois auparavant. C'est aujourd'hui dimanche, j'ai mis ma robe blanche. Devinette. Prêt? Ouais. 4 demoiselles en robe blanche qui courent l'une après l'autre sans jamais se rattraper. Qu'est-ce que c'est? Les libellules. Les demoiselles, les libellules ne sont pas blanches. 4 demoiselles en robe blanche. Ceux qui savent... ceux qui étaient là hier... Les fées. C'est les masques, ça empêche. C'est ça. Un indice, assistant, un indice s'affiche sur votre écran. 4 demoiselles qui tournent. La roue de linge. Ah bravo. J'entends le moulin, tic-tic-tac, j'entends le moulin, tac. Mon père a fait bâtir maison, j'entends le moulin, tac. L'a fait bâtir à 3 pignons, tic-tic, tic-tac. J'entends le moulin, tic-tac, j'entends le moulin, tac. Son 3 charpentiers qui la font, j'entends le moulin, tac. Mais le plus jeune c'est mon pignon, tic-tic, tic-tac. J'entends le moulin, tic-tac. La roue du moulin. Ce qui reste du moulin de Montpezat. Vous voulez connaître l'histoire du moulin de Montpezat? Oui. La roue du moulin, vous voulez connaître le moulin? Oui. Il est des fois, il y a très longtemps, ce moulin, qui avait été abandonné, l'ancien meunier étant parti, et son apprenti très bien formé avait rencontré une fille sur l'île. Si bien que les habitants de Montpezat étaient obligés de prendre leur farine, on cultivait à cette époque-là beaucoup de blé, mettre ça dans la charrette et aller à Saint-Caux, où il y avait le moulin, aux ailes de couleur. Mais c'était loin. Aller, retour. Si bien que les habitants étaient demandeurs, mais un meunier, ça ne se trouve pas comme ça. Ce gars-là, il était arrivé à Montpezat avec sa femme et sa fille. C'était un gars bourru, travailleur. Il louait ses bras à la journée aux uns et aux autres. Et il parlait de temps en temps, autour d'un verre de bière ou de vin. Si bien que c'est
le forgeron du village qui a dit au musée, tu sais, quand on m'a parlé, il m'a dit qu'il avait été meunier avant, hein, le gars qui est arrivé, tu sais, le gars un peu bourru. Ah bon, meunier? Ça s'est parlé, et ils ont été le voir. Est-ce que tu acceptes de remettre en route le moulin? On en aurait vraiment besoin, tu sais. Le gars les a regardés comme ça. Ouais. C'est tout ce qu'il a dit. Et il s'en occupait. Il était en fait un maître du vent, si bien que ses voiles étaient tendues toujours au bon endroit, au bon moment, dans le même angle, avec le bon angle. Et sa roue tournait avant celle des autres, et arrêtait de tourner après celle des autres. La farine était venue, mais parfois elle était grossière, parfois il y avait des brins de paille, de grains qui restaient encore dedans, mais bon, les habitants de Montpezat s'en contentaient. Un soir que ça arrivait. Il balayait autour de sa meule les restes de farine, les restes de grains. Et dans une petite infractuosité entre deux pierres, il était là. Et il marchait un patriote bien noir. Et le meunier, ouais. Ils avaient pas longtemps de terrain, il dit, c'est bien, hein, tu t'occupes bien, t'as dit, le vent très bien, mais ta farine, c'est qui, toi? Et moi, je te propose un marché, moi, le meunier, simplement, voilà. Tu vas faire à partir, si t'es d'accord, de maintenant une farine exceptionnelle, blanche, fluide, pure. Qu'est-ce que t'en penses, le meunier? Le diable. Je connais. C'est le diable. En contrepartie de ça, tu vas prendre mon âme. Oh, ton âme. Laisse-la tranquille. Elle ne m'intéresse pas pour l'instant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le marché. Si t'es d'accord, tu craches un coup par terre et tu dis d'accord. Il n'a pas réfléchi très longtemps. Il s'est dit, la farine, bonne, vendre un petit peu plus cher. D'accord. À partir de ce moment-là, la farine dans le village était bonne, belle et pure. Mais ce que le meunier ne savait pas, c'est que le diable lui avait dit, ne lui avait pas dit, il y avait pensé. Un peu de ta méchanceté, je prendrai pour mettre dans le sac. Un peu de ta méchanceté, je prendrai pour mettre dans le sac. Et c'est comme ça que les habitants, quand ils ont commencé à faire leur pain et à faire leur pâtisserie, avec cette si belle farine, ont dispersé un petit peu de la méchanceté du meunier, méchanceté qu'il avait auprès de sa femme et de sa fille, tous les soirs. Tous les soirs. Non, c'était pas des coups qu'il donnait. Non, c'était des coups de poing de parole. Hein? Tu la feras jamais aussi bonne, cette purée, pas aussi bonne que celle de ma mère, il disait à sa femme. Et toi, ma fille, mais si tu continues à travailler comme ça, t'arriveras à rien de ta vie. Ouais. Des coups de poing de parole qu'il lui donnait comme ça, tous les soirs, à sa femme et à sa fille. Si bien que, avec ce marché qu'il avait conclu avec le diable, une brume est arrivée dans le village. Une brume qui s'est déposée sur les uns et les autres. Tiens, les jumeaux, le menuisier et l'ébéniste, unis comme les deux doigts de la main, ont commencé à se disputer pour des babioles. Ouais, où c'est que tu l'as mis, hein, le ciseau à bois, tu sais, celui du grand-père. Ouais, je l'ai touché, moi. Ou alors, il y avait Alain, une produisait de l'île. Avec cœur, elle était fruitée, elle était onctueuse, elle était bonne, elle donnait du goût. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était devenue très banale, l'huile, avec rien. On la goûtait, on ne sentait rien. Il a défriché. Et tout ça, ça s'est mis en route et le village s'est embrumé de plus en plus. Et la méchanceté a pris le pas sur la couleur blanche de la farine. Le meunier, lui,
il a attrapé la fièvre. Ouais. La fièvre de méchanceté. La pire. Et il s'est endormi. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 6 jours. Et le 7e jour, il a fait une sorte de rêve bizarre. Je suis dégradée. Je suis seule, je suis petit, insignifiant. Mais la main de l'homme me prend. Au rythme de son pas, il me sème. La terre m'accueille, me nourrit. Je grandis, je fleuris, je deviens épi doré. Je suis récoltée, broyée. Et la voilà, si belle, si blanche, si fine, la farine. Je suis ta méchanceté. Je suis en toi depuis si longtemps. Je sais bien que tu m'aimes. Nous sommes ensemble, sans cesse. Je mets un peu de ta noirceur dans chaque grain de farine. Le boulanger, son pain qu'il fait de ses mains avec la blanche farine, ces boules de pain doré qui chaque jour nourrissent les autres gens du village. N'écoute pas ce grain de blé. Reste avec moi. Sois fidèle. Je renais à travers la farine. Je suis dans la farine. Dans la farine qui donne le pain, qui est partagé, que chacun aime. Je suis le bon pain de vie, la renaissance. Je sens que tu m'abandonnes. Je ne veux plus de moi. Tu me chasses. Je ne suis plus toi. Je disparais. Il s'est réveillé. Il y a quelque chose qui avait changé chez lui. Il y a une sorte de porte qui s'est ouverte de ce côté-là. Il a regardé sa femme qui était là, et qui le surveillait depuis longtemps. Il a vu différemment comment il avait pu être méchante avec celle qui était là tout le temps quand il avait besoin d'elle. Et puis sa fille, à côté, qui, contre vents et marées, l'a toujours soutenu devant tout le monde. Alors il s'est levé, il a embrassé sa femme sur la bouche, une chose qu'il n'avait pas fait depuis très très longtemps. Il a été vers sa fille, il l'a embrassé sur le front, et il lui a glissé « Je t'aime, ma fille ». Et il est parti, avec un seau, avec du plâtre, avec de l'eau. Il a fait une sorte de bulle comme ça, il est parti. Il est parti au moulin. Et arrivé au moulin, on était le soir, c'était juste de lumière, mais il y avait ce qu'il fallait. Il a pris sa main et il a commencé à boucher la fissure. Et non, il n'était pas ça, avec bleu. Il a lissé la fissure. Et il est parti se coucher. Le temps a passé. La farine a été de nouveau moulue, mais elle était parfois moyenne. Parfois, il y avait des petits trous. Et le meunier bourru était devenu cordial. Où est-ce qu'il veut, la petite dame? Du cirage? De la farine. Voilà. Et les gens ont aimé ce meunier. Et il est resté pendant un long moment, et sa femme l'a accompagné, et sa fille est devenue institutrice. Si bien que le maire a décidé de faire une grande fête et de réunir tous les villageois pour que tout le monde puisse danser, rire et chanter. C'est mon histoire. Non, raconte pas plus. Qu'apportes-tu mon petit fricot? J'entends le moulin, tac. C'est à pâté de 3 petits gens, tic tic, tic tac. J'entends le moulin, tic tic
tic-tac, j'entends le moulin, tac, asseyons-nous et le mangeons, j'entends le moulin, tac, en s'asseyant il fit un bon tic-tic, tic-tac, j'entends le moulin, tic-tic-tac, j'entends le moulin, tac, en s'asseyant il fit un bon, j'entends le moulin, tac, qui fit trembler mer et poisson, tic-tic, tic-tac, j'entends le moulin, tic-tic-tac, j'entends le moulin, tac, qui fit trembler mer et poisson, j'entends le moulin, tac, et les cailloux qui sont au fond, tic-tic, tic-tac, j'entends le moulin, tic-tic-tac, j'entends le moulin, tic-tac, Le châtelain du pays, ce jour-là, il était en haut de la tour. Il a emmené son fils près de la fenêtre. Il lui a dit « Regarde, mon fils, ce paysage. Un jour, tout ça sera à toi. » Dans le village, un paysan partait à l'aube avec son fils pour aller travailler. Et ils se sont arrêtés tout en haut. Ils regardaient toute la plaine. Le paysan a dit à son fils, « Regarde. » Parole de villageois, on voit les sérènes, le pixin, l'ortus, c'est fabuleux. Parole de villageois, pour la libération, il y avait point de Marianne dans la mairie. Il a fallu en aller en chercher une à Lille. Parole de villageois. Moi, j'aime l'été. Il fait beau. Il y a l'apéro, les saucisses, le taureau, la fête au village. C'est le meilleur moment d'été. Parole de villageois. Moi, ce que j'aime, c'est l'automne et l'hiver. Parce que il y a cette luminosité vraiment très belle. Parole de villageois. Quand on arrive de la route, le village apparaît, disparaît, apparaît, disparaît. C'est beau. Je partirai un jour vers les pays nouveaux et le vent chantera dans ma vallée. Le cœur plein de soleil, les yeux pleins de ciel bleu, j'envoyerai au l'étoile. Pierre. Ses parents l'ont nommé ainsi. Pierre parce que Pierre, c'est du solide, c'est du sérieux, c'est de quelque chose qui servira pour l'avenir. Parce qu'ils étaient prévoyants, ses parents. Ils étaient organisés. Travail, mariage, maison et enfant. Mais l'enfant s'est fait attendre. Il est arrivé déjà sur le tard. C'était, comme on dit, un enfant de vieux. Et il se gênait pas les camarades à l'école pour lui faire remarquer. Vous savez, les enfants, des fois, c'est féroce. Ta mamie, là, elle t'attend. C'est pas ma mamie, c'est ma mère. Et puis, il rentrait dans ce jeu. Je te fais pas de bisous, c'est flasque sur tes joues. Après, il le regrettait, mais c'était dit. Et il a grandi ainsi. Complètement collé à la vie de ses parents, l'école, le catéchisme, les scouts. Et c'est aux scouts que ça a commencé. Un jour, je partirai vers des pays nouveaux. Un jour, je partirai et le vent soufflera dans mes voiles. Alors, au décès des parents, bon, ils se sont suivis de quelques jours. À peine majeur, il est parti. Il s'est embarqué sur un bateau, sur 2 bateaux, sur 3 bateaux. Il est allé dans des endroits qu'il connaissait même pas, des mers étranges, des océans, des îles, avec des noms magiques. Il a fait des belles rencontres, d'autres un peu plus difficiles. Il y a eu des amours, des désamours, des paysages somptueux. Ça a duré des années et des années. Et puis un jour, ça a commencé de le trafiquer. Le mal du pays.
s'est dit qu'il fallait qu'il arrête. Et il est revenu dans son pays. Il est revenu en bon âge. Près de la maison de ses parents, l'Oustal était devenu une turne, un taudis. À côté des vignes, les champs, Armas. Et j'ai dit qu'il fallait aller plus loin. Il se rappelait que dans sa jeunesse, il y avait, par-delà les collines, un village perché, Montpezat. Ceux de la plaine disaient Luz d'Amunda, ou ceux d'en haut. Alors il a mis le chemin sous ses pieds et il est parti. Il a marché. Et au fur et à mesure, ce village, il le voyait plus. Il apparaissait, disparaissait dans la lumière. Il lui disait, arrive vers moi, approche. Le chemin où il y avait écrit chemin de pour toujours. Alors il a continué à courir, il était sur le bon chemin. Arrivé à un endroit, la garenne où l'herbe était douce sous les pieds. Un rocher étrange. Il y avait du mystère là-dessous. Et il enquillait la montée, la rambarde. Et c'est là que ça a commencé. Les feuilles des platanes lui chantaient des choses bizarres. Ici, on regardait les femmes passer. Ici, on savait l'heure qu'il était, à la façon dont les chevaux arrivaient, parce qu'ils avaient chacun un ordre. Et là, il est allé sur la place de la mairie, et allé la rue de la Calade. Et c'est vrai, il ne rêvait pas. Les pierres parlaient à Pierre et lui racontaient 1000 choses. Je suis là depuis 27 ans. J'arrive. J'ai été adoptée. Moi, j'ai amené dans mes bagages mes recettes, du pâté, de la brioche. Et j'en fais profiter les gens. Ils essaient de m'apprendre le provençal, mais c'est pas gagné. Et quand on était jeunes, on faisait des pouilles, des bêtises, le jeu du martelet. Et il venait dans les ruelles, éclaboussé de lumière, et happé par l'ombre, l'instant d'après. Là-bas, il y avait un coin de verdure, un vert paradis. Et puis, le cimetière avec tous ses mystères, sous l'église, toutes ces choses qui lui étaient jetées aux oreilles. Et cette splendeur du paysage, l'aube de l'humanité, combien de gens ont contemplé ce paysage. Et il venait, dans cette circulade, il est arrivé tout en haut du village, et il sentait sous ses pieds comme une soute de navire, comme quelque chose de solide, de mystérieux, d'étrange. Et en arrivant sur le pont supérieur de ce navire, il a été saisi. C'était la rue Bellevue. Il voyait le Pic Saint-Loup, l'Ortus, les montagnes bleutées des Cévennes. Il était là, sur un bateau étrange, et ivre de lumière et de fatigue. Il était bercé, doré par la lumière de ce crépuscule d'été. Il s'est posé. Il a senti qu'il était arrivé, qu'il avait fini sa quête, qu'il pouvait s'ancrer quelque part. Et là, dans l'allégresse des martinets qui montaient vers le ciel, il s'est dit que Pierre était devenu rocher, caillou, dont on fait des chemins, des ponts qu'on jette les uns vers les autres. Il avait tant à recevoir des gens qui étaient là, et il avait tant à donner de ce qu'il avait vécu. Il s'est dit que demain serait un autre jour. Il allait rester là, à Montpezat. Ligua,
migras mate, ligua, ligua, acas de la bellea si ligua, dun basite chunzarite, ligua, ligua, lievec mani niedraia ligua, 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 ligua. Poésie villageoise. Montpezat, mon cher village. Mon village, perché sur la colline, est de loin le pays le plus beau. Quand on voit depuis la Condamine sa garenne, son clocher, son château. Le Mistral et la Tramontane, mais aussi le vent marin du marin, font vibrer les feuilles des platanes, où la cause va bon chemin. Ne croyez pas que l'on campagne, car on parle surtout de son vin. Carthagène, dans sa Dame Jeanne, conservée comme dans un écrin. Sur la place, les flancs de fête font valser les couples enlacés. Venez y boire une rincette, vous en repartirez enchantés. Sur la place, au bassin, les femmes s'activent. L'eau bien fraîche coule en continu. Les battoirs tapent la lessive. Tous ces moments, je les ai connus. En été, cigales et tourterelles chantent en chœur au zénith du soleil. Leur inlassable ritournelle nous ravit et nous tient en éveil. Puis, il y a l'heure de la sieste. C'est sacré ce moment de repos. Quand on vient ici, on y reste. On est fier d'être Montpezalo. C'est ici que j'ai choisi de vivre avec toi un très grand amour. Dans la joie, les soucis, les rires. Nous restons unis pour toujours. Bonnes gens, des Cévennes à l'Avonnage. En promenant, surtout ne manquez pas de visiter les venelles de notre joli village, ce beau pays de Montpezat. Ligua, 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 Se croyant seule dans son fauteuil à bascule, la vieille chantait entre sa dent d'en haut et sa dent d'en bas. Oh, c'est drôle quand j'y pense. Les oui et les non qui passent dessus, qui passent dessous, comme la trame à travers la chaîne, visible, invisible. Lumière dessus, ombre dessus. Dessus, plaisir, dessous, douleur, grande et petite, bonne et méchante, joyeuse et triste, blanche et noire, paix et combat. Et tout à l'heure, l'inverse. Ce qui était dessus, dessous, ce qui était dessous, dessus, pour que se fasse le tissu, le drapeau, la tunique, le linceul, la robe de noces, la robe de veuve. Les jeux de Dieu, les jeux du diable. C'est oui, c'est non. C'est non, c'est oui. Dedans, il fait chaud. Dehors, dur et froid. Dehors, il fait soleil. Et dedans, triste et seul. Ainsi, chaque jour après la nuit, chaque nuit après le jour, la toile se fabrique et nous enveloppe,
chacun dans son sac à viande où au fond gît un cœur. On s'unit, on se sépare, on se déchire, on se trouve, on se perd, on se retrouve entre deux portes, à l'aube du condamné, au crépuscule du Dieu. Je regrette qu'on souffre de mon absence, mais je souhaite qu'on se souvienne. Balancier de l'horloge, navette du tisserand, je fais passer le temps qui me passe au travers, celui qui sans cesse me quitte et qui toujours est là. Puis grand-mère, qui ne tenait plus qu'à un fil, est partie, laissant son sac bien plié sur son fauteuil. Noir, blanc, Noir, blanc, visible, sachet, en haut, en bas, oui, non, oui, blanc. Aucun animal n'a été maltraité pendant la préparation de cette balade. Aucun homme non plus. Demandez-le lui. Et je viens bien sûr de citer Hélène Bardot, qui est derrière, qui nous a encadrés dans la journée.